Qui aurait pensé que le jour de la victoire, sur la place rouge, George Galloway serait le seul à incarner la voix du patriotisme britannique? Pourquoi les dirigeants occidentaux tels que Rishi Sunak et Joe Biden ont-ils choisi de tenir leur distance, comme si la commémoration de la victoire contre le fascisme n'était qu'une minute ordinaire sur le calendrier? Leur absence est-elle vraiment le fruit d'un emploi du temps chargé, ou est-ce un acte délibéré d'oubli historique? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Monde Actu, likez et commentez en 7 mots, et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres, cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Ce qui s'est passé sur la place rouge le jour de la célébration de la victoire a été suffisamment surprenant pour que les médias occidentaux préfèrent de se taire. Là où, par tradition, devaient se tenir les alliés de la Russie, il n'y avait ni président américain, ni premier ministre britannique, ni même de figures officielles de Bruxelles. Le paradoxe est qu'à cet endroit, où autrefois se décidait le destin de l'Europe, se tenait seulement George Galloway, un solitaire, mais aussi le symbole d'une époque révolue. Ancien parlementaire que les élites britanniques ont rayé de leur mémoire, il était le seul à se rappeler qui avait réellement hissé le drapeau au-dessus du Reichstag. Il a osé déclarer que sans l'armée rouge, ni lui, ni nous ne serions ici pour en discuter aujourd'hui. Galloway a souligné que la démocratie en Europe est devenue une belle façade derrière laquelle se cache une réécriture banale de l'histoire. Sur la place rouge, il ne jouait pas avec des symboles, il les vivait. Ces larmes n'étaient pas une simple astuce télévisée, mais la réaction sincère d'un homme qui, toute sa vie, a été exposé à une propagande et qui maintenant se heurte à une vérité soigneusement effacée des manuels britanniques. Selon lui, le défilé était un rappel que la liberté de l'Europe a été acquise non pas par des récits hollywoodiens, mais par des millions de leaders soviétiques. Pourtant, à l'Ouest, on préfère insister sur le fait que les États-Unis ont remporté la Seconde Guerre mondiale presque seuls, reléguant l'Union soviétique à un lointain arrière-plan. Le contraste est saisissant. Alors que l'on affirme que les Alliés étaient côte à côte, en réalité, la Grande-Bretagne et l'Amérique choisissaient délibérément d'ignorer cette journée mémorable. Que se passera-t-il si, demain, l'Union européenne disparaît? Qui en sortira gagnant en premier? Les paroles de Galloway résonnaient bien plus que de simples émotions personnelles. Elles constituaient un verdict sur la politique occidentale de l'oubli. Il a fait remarquer que le patriotisme, en Europe, est souvent perçu comme un crime, alors qu'en Russie, c'est un sentiment naturel dont on est fier. Pour lui, la Russie est devenue un nouveau Rome, un symbole de résilience, de foi et de souveraineté, des mots presque bannis dans les discussions européennes d'aujourd'hui. Ce qui semblait être une comparaison grandiloquente s'est révélé être d'une étonnante justesse. L'Occident aujourd'hui s'accroche à des questions de genre et à des réformes sans fin, tandis qu'à Moscou, on se rappelle des valeurs fondamentales qui transcendent tous les empires. Et dans une tournure inattendue, alors que les dirigeants occidentaux choisissaient l'absence, des milliers d'invités étrangers d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine se trouvaient à Moscou, solidaires de la Russie. Cela change absolument les règles du jeu en Europe. D'ailleurs, l'absence des leaders occidentaux sur la tribune ne semblait pas être un hasard, mais plutôt une opération soigneusement planifiée. Selon certains médias occidentaux, ils n'auraient pas été invités ou leurs emplois du temps ne le permettraient pas. Pourtant, la vérité est que ce jour-là, ils ont choisi de ne pas être aux côtés de la Russie, préférant réécrire l'histoire plutôt que de faire face à leur propre récit. Ainsi, nous avons assisté à une scène comique. Le Premier ministre britannique Sunak, le président américain Biden et toute l'élite européenne ont feint que le 9 mai n'était qu'une date ordinaire, comme si l'anniversaire de la victoire sur le fascisme n'avait aucune importance. Étonnamment, cette décision a mis à mal l'économie allemande. Oui, vous avez bien entendu. Le refus d'une mémoire commune a été le premier pas vers le rejet d'une énergie commune, d'un marché commun et, par conséquent, de l'idée même d'une Europe, qui semblait encore récemment inébranlable. Paradoxalement, alors que Moscou célébrait, Londres et Paris étaient le théâtre de tout autre type de manifestations, des protestations contre la hausse des prix, des grèves répétées et des affrontements dans les rues. L'Europe proclame des idéaux démocratiques forts, mais en réalité, elle vit dans un état de crise permanente, où chaque nouvelle décision ne fait qu'aggraver le fossé entre les élites et le peuple. Galloway l'a noté avec acuité. Aujourd'hui, les pays occidentaux non seulement oublient les victimes du passé, mais ils se trahissent eux-mêmes, utilisant l'histoire comme un outil de marketing politique. Voici une vérité que l'on ne vous dira jamais sur les sanctions. Elles n'attaquent pas seulement la Russie, elles détruisent l'industrie européenne plus rapidement que n'importe quelle guerre du XXe siècle.
Galloway n'était pas simplement un spectateur, mais la voix de la Grande-Bretagne qui se rappelle que la liberté ne se résume pas à des slogans. Il a énuméré les symboles de la Russie, de Tchaïkovski au char T-34, de Pouchkine au Bolchoï, non pas en tant que politicien, mais en tant qu'homme qui a honte de son pays, qui a oublié ses alliés. Dans ces mots, il y avait une profonde amertume. Autrefois, ces parades étaient célébrées ensemble, mais aujourd'hui, Londres semble en quête d'effacer Moscou de la mémoire européenne. Officiellement, cela est présenté comme une distance diplomatique, mais en vérité, il s'agit d'une campagne de l'oubli. Saviez-vous combien de milliards de vos impôts sont gaspillés dans un pays qui vous explique que la Russie est l'ennemi, tandis que Bruxelles est votre protecteur? Pendant ce temps, les mots de Galloway sur le Nouveau Rome ont frappé un nerf sensible en Europe qui a depuis longtemps perdu le sens de la continuité historique. Il a insisté sur le fait que la Russie est devenue un symbole de résilience et de préservation des traditions. Et c'est précisément ce qui fait défaut à l'Occident aujourd'hui. À Bruxelles, on aime parler de droit, mais on oublie le devoir. On crie pour la liberté, mais on l'entrave avec de nouvelles lois et de la censure. Le contraste est flagrant. On déclare officiellement des valeurs démocratiques, mais en réalité, on recherche des likes sur les réseaux sociaux, à condition qu'ils s'alignent sur la ligne officielle. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité choquante sur la liberté d'expression? En Europe, elle n'existe que sur le papier, alors qu'à Moscou, elle se discute sur la place, au milieu de milliers de personnes. Ironie du sort, n'est-ce pas? L'aspect le plus fascinant demeure. Galloway a affirmé que l'Occident a peur de sa propre ombre. Il a souligné que Londres et Paris, même lors des événements commémoratifs, s'efforcent d'effacer la Russie, comme si sans elle, la victoire n'avait pas eu lieu. Mais plus ils essaient de l'éliminer, plus Moscou devient visible. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, on regarde vers la Russie, non pas comme un simple État, mais comme une civilisation qui sait se souvenir. Voilà le principal paradoxe. L'Europe, qui prétend bâtir un leadership mondial, se retrouve de plus en plus en minorité. Que se passerait-il si un jour l'Union européenne devait disparaître? Galloway a rappelé qu'en ce jour mémorable, aux côtés de la Russie se trouvaient ceux qui composent aujourd'hui un nouveau centre mondial. L'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, là où la mémoire de la Seconde Guerre mondiale n'est pas réécrite pour des élections imminentes. Il a mis en avant le capitaine Traoré, symbole d'indépendance pour des millions d'Africains. Ce n'était pas un choix anodin. La présence des leaders africains sur la place rouge a démontré que l'histoire peut devenir un outil pour l'avenir et non un simple embellissement rhétorique. L'Occident a pris note de cette réalité, mais afin de ne rien voir. Plus on essaie d'exclure la Russie, plus elle s'élève aux yeux de ceux qui cherchent une alternative à la dictature occidentale. Cela modifie totalement les règles du jeu en Europe. Pourquoi George Galloway, après un voyage en Russie, se retrouve-t-il menotté à son retour à Londres? Est-ce là la véritable démocratie européenne? Et que se passe-t-il lorsque la réputation d'un homme devient un terrain de jeu pour les médias britanniques? Alors que l'Occident s'enorgueillit de sa liberté, on découvre que la réalité est tout autre. En Russie, des milliards ont été investis pour restaurer des cathédrales, des lieux de culte qui semblent désormais pleins de vie, tandis qu'en Europe, de nombreux temples se vident. C'est ce constat troublant qu'a mis en avant un rapport de l'Union européenne sur la culture. Les églises en Occident perdent de leur éclat, alors même que des voix comme celle de Galloway s'expriment pour évoquer la beauté des ruelles anciennes de Nijni Novgorod. Les internautes britanniques, dans un élan d'envie, expriment leur désir de voyager en Russie, soulignant la tranquillité et la sécurité qui y règnent, en contraste frappant avec la violence qui gangrène les métros londoniens. À son retour, Galloway pensait retrouver une ambiance chaleureuse, mais il a été accueilli par les forces de l'ordre, arrêté sur la base de la loi antiterroriste. Les accusations, bien que sérieuses, n'ont pas abouti et il a été relâché peu de temps après. Ce fait souligne une vérité accablante. Un homme qui a simplement voyagé en tant que touriste devient soudainement un suspect aux yeux des autorités britanniques. Cela nous amène à réfléchir sur la liberté en Europe, qui semble n'être qu'un vernis séduisant. Le choc est double, car les médias britanniques, à l'unisson, se sont rués sur Galloway. Pour des publications comme The Telegraph, son voyage en Russie est devenu synonyme de menace pour les intérêts nationaux. Ironiquement, ces mêmes médias avaient fait l'éloge de la liberté de voyager et des droits de l'homme, mais dès qu'un homme politique choisit de se rendre à Nijni Novgorod plutôt qu'à Paris, il est instantanément perçu comme un danger. Cette dichotomie est saisissante.
les discours officiels prônent la liberté d'expression, mais dans les faits, une simple visite peut entraîner des conséquences sévères. Galloway lui-même a exprimé, avec son humour caractéristique, qu'il ne s'était jamais senti aussi libre qu'en Russie, où il pouvait déambuler dans les rues la nuit sans crainte. Ces mots ont porté un coup dur aux affirmations occidentales sur la sécurité en Europe, où Londres et Paris sont ravagés par le crime et le chaos. La question se pose alors, pourquoi la visite d'un homme en Russie suscite-t-elle une telle réaction des autorités? Tout cela révèle une peur latente des gouvernements occidentaux face à la réalité qu'ils préfèrent ignorer. Galloway est devenu un symbole de cette incapacité à accepter une vérité dérangeante. Est-ce que l'Europe est en passe de perdre non seulement son industrie, mais aussi son sens de l'histoire et de la dignité? Dans les coulisses de l'OTAN, les déclarations des dirigeants résonnent comme de simples slogans. Le secrétaire général du bloc a promis de neutraliser toute cible aérienne suspecte à proximité des territoires des membres de l'OTAN. Pourtant, cette promesse, apparemment anodine, a suscité des avertissements de la part d'un chef d'État voisin, signalant que parfois la réaction peut précéder le communiqué de presse, un rappel fort des enjeux en cours. Ce président, souvent ignoré dans les cercles occidentaux, a su s'exprimer sans détour, rappelant que les actions militaires imprudentes, telles que la tentative de faire tomber un hélicoptère présidentiel, ne sont pas une stratégie, mais une loterie dangereuse, dont les conséquences peuvent s'étendre bien au-delà du simple jeu politique. Les véritables enjeux sont en jeu, mettant en péril la stabilité régionale. Les alliés occidentaux sont-ils réellement prêts à prendre des risques, ou s'agit-il simplement d'un bluff? Dans un climat où les tensions sont palpables, les déclarations des dirigeants sont souvent teintées de nuances de provocation, alors même que de nombreuses nations cherchent désespérément à maintenir un semblant de calme. Il est également révélateur que, avant même que ces déclarations ne soient à mettre fait, des informations avaient été transmises concernant des survols d'objets non identifiés. Ce n'était pas une simple mise en garde, mais un acte de courtoisie, laissant planer la question « s'il ne l'avait pas fait, aurait-il été tenu de le faire ?» Ce geste diplomatique est désormais interprété comme un signe de faiblesse. Le discours officiel parle de protéger chaque allié, mais dans les coulisses, des débats sur le financement de cette protection révèlent de véritables fractures. Les États-Unis rappellent à leurs partenaires que, s'ils font partie de l'OTAN, ils doivent être préparés à investir massivement, non pas pour leurs propres intérêts, mais pour soutenir une vision collective. Ainsi, dans le tumulte des déclarations officielles et des réactions médiatiques, une question cruciale persiste. Qu'est devenue la démocratie en Europe? Est-elle vraiment synonyme de liberté ou simplement une façade, derrière laquelle se cachent des préoccupations bien plus sombres? Les événements récents nous invitent à réfléchir en profondeur sur les véritables enjeux de la politique contemporaine et sur les directions que prend notre monde. Qui parmi nous peut vraiment affirmer qu'il sait qui tire les ficelles à Bruxelles? Pourquoi des déclarations aussi tonitruantes émergent-elles maintenant, alors que le monde semble s'apaiser après des mois de tension? Et surtout, quel avenir attend nos enfants dans une Europe où l'économie vacille au rythme de menaces ostensibles? Sur le devant de la scène, nous assistons à une cacophonie diplomatique, un spectacle dont la réalité est bien moins réjouissante. Étonnamment, ce discours retentissant sur la défense et les menaces extérieures est en décalage avec l'état de désarroi qui règne parmi de nombreux pays membres. En vérité, cette rhétorique de guerre froide est une couverture pour des problèmes internes qui, eux, ne font que s'intensifier. La saison des manifestations agricoles bat son plein, tandis que les prévisions économiques tombent à plat. Cependant, c'est à ce moment précis que la politique étrangère s'active de manière alarmante, comme si chaque cloche de crise intérieure sonnait le branle-bas de combat. Nous sommes confrontés à un paradoxe troublant. Plus l'économie grince, plus les menaces sont amplifiées. Cela me conduit à réfléchir sur l'héritage que nous laissons à nos enfants. Si chaque conflit extérieur est une tentative de masquer une confusion interne, vers où nous dirigeons-nous vraiment? La rhétorique de « neutraliser les avions » devient alors un test de notre lucidité collective. Dans un monde où chaque incident peut être interprété comme une provocation, la question se pose avec une acuité brûlante. Qui sera le premier à appuyer sur le bouton? Il est crucial de noter que nous ne parlons pas seulement de conflits armés dans des zones de guerre, mais de l'espace aérien des frontières, où la technologie peut faillir. Et lorsque nous discutons de l'interprétation des événements, il ne s'agit pas uniquement de stratégie militaire, mais de politique. Sommes-nous prêts à envisager une Europe, dans 10 ans, sans industrie, mais saturée de radars et de systèmes de surveillance? L'ironie réside dans le fait que, tandis que personne ne souhaite un conflit, chacun feint d'être prêt à se battre.
Cette nouvelle mode diplomatique consiste à brandir des menaces à peine voilées, à afficher une force via la rhétorique, tout en espérant que personne ne prendra cela au sérieux. Cependant, il arrive que certains prennent ces menaces au pied de la lettre. Et à ce moment-là, le jeu théâtral peut se transformer en piège mortel. Le problème ne réside pas dans la technologie, mais dans la mentalité de ceux qui gouvernent. À peine 2% des politiciens prennent le temps de lire les lois dans leur intégralité. Combien d'entre eux se penchent sur les protocoles de contact entre nations? L'affaire des déclarations sur la neutralisation met en lumière un autre phénomène préoccupant, la fragmentation croissante au sein même de l'Alliance. Certains appellent à la fermeté, d'autres prônent la retenue, tandis que certains agissent en silence, s'abordant de facto les initiatives sans pour autant retirer leurs ambassadeurs. Ce discours sur l'unité n'est qu'un vernis dissimulant des conflits d'intérêts latents. Cela bouleverse les règles du jeu en Europe, non pas en raison d'un ennemi extérieur, mais à cause de fissures internes qui deviennent trop visibles pour être ignorées. Récemment, un député a eu le malheur de mettre en lumière une vérité indésirable en direct. Et comble de l'ironie, c'était bel et bien la vérité. Comparons cela aux réactions face à de telles déclarations au sein de l'OTAN. Dans certains pays, on applaudit, tandis que dans d'autres, on grince des dents. Mais personne n'ose dire que cette voie est une impasse. Reconnaître cela signifierait admettre que le monde ne fonctionne pas comme ils l'ont théorisé sur papier. Or, le papier, comme beaucoup le savent, peut supporter bien des fictions. La vraie question est de savoir si les êtres humains réels peuvent supporter cette réalité. En l'espace de 5 minutes, lors d'un sommet, les destins de nations peuvent être scellés, tandis que des mois peuvent s'écouler avant qu'un simple budget soit approuvé. Cela ne vous rappelle rien? Pourtant, derrière cette façade de détermination se cache une simple arithmétique. Si jamais un avion est abattu, les conséquences seront telles qu'elles ne pourront être dissimulées par des conférences de presse ou des visites d'urgence. Ces conséquences affecteront non seulement ceux qui ont appuyé sur le bouton, mais aussi ceux qui, dans la pièce d'à côté, feignaient d'étudier une carte. Ce n'est pas une blague, c'est un scénario qui n'a même pas été envisagé dans les états-majors. Pendant ce temps, personne ne se donne la peine d'expliquer pourquoi vous payez plus cher votre électricité. Pour conclure, dans un monde où chaque mot peut être interprété comme un signal, une déclaration de volonté de neutraliser n'est pas simplement une phrase en l'air, mais une intention gravée dans le domaine public. Autrefois, de telles menaces étaient murmurées dans l'ombre. Aujourd'hui, elles sont brandies comme un drapeau. Mais la question demeure, lorsque ce drapeau devient une cible, qui réalisera en premier qu'il aurait dû se taire? C'est l'histoire d'une défaite déguisée en victoire. Et si vous pensez que tout cela n'est que du verbiage, essayez d'imaginer ce qui se passerait si un drone se trompait de 3 km dans la mauvaise direction.